Hello! Comment ça va today? Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouvel épisode du podcast et le but est de résoudre vos problèmes. Alors, je pense que le terme résoudre est très présomptueux de ma part, c'est pourquoi je vais plutôt dire on va essayer de réfléchir, de trouver des solutions, d'apporter des perspectives à vos problèmes, parce que bon, résoudre un problème, ça se fait pas en un claquement de doigts, et c'est pas avec mes 2-3 petites pensées que je vais résoudre forcément vos problèmes, mais en tout cas, je vais essayer d'y réfléchir et de trouver des solutions, en tout cas des solutions qui me paraissent les plus logiques, les plus faisables, enfin, ce qui peut vous apporter de l'aide finalement. Donc voilà, le concept est simple, vous m'avez envoyé en DM vos problématiques et je vais tout simplement essayer d'y répondre. Je fais pas une introduction très longue parce qu'il y a beaucoup de questions et de problématiques, donc j'ai vraiment envie de prendre le temps de pouvoir vous répondre, et si je fais une intro trop longue, ça va me mettre un temps fou. Bref, vous avez compris, alors on est parti. Pour ce podcast, je n'ai pas réellement de grands points à aborder, je vais juste au fur et à mesure lire vos DM que vous m'avez envoyés et essayer d'y répondre tout simplement. Tous les messages sont en anonyme parce que c'est tout simplement plus simple pour moi, parce que j'ai toujours peur de dire un prénom et il fallait pas le dire. Bref, voilà, on part avec le premier message. Hello, je tente ma chance pour le podcast. Pour le contexte, je suis en 4e année de médecine, je viens de perdre un proche et j'ai l'impression de faire un début de burn-out en ce début d'externat. Angoisse et perte de motivation, plus. Comment gérer le besoin de faire des pauses tout en gérant la nécessité de bosser suffisamment pour avoir son semestre. L'impression d'être dans un dilemme constant tout en sachant qu'il faut prendre du temps pour soi, mais que nos études exigent de beaucoup bosser. Plus les stages, plus les cours. Merci d'avance, continue ce que tu fais, en tout cas ça me fait trop du bien. Merci beaucoup pour ton message, et déjà j'ai envie de te dire courage, parce que ce que tu vis en ce moment c'est assez compliqué. Entre la perte d'un proche qui doit être difficile pour toi à gérer, le début de l'externat, la pression du semestre, tout ça à la fois, c'est normal que ton corps et ton esprit tirent un peu la sonnette d'alarme, ça fait beaucoup à digérer. Pour définir un petit peu pour tout le monde ce que c'est un burn-out, c'est pas juste de la fatigue, c'est quand vraiment on sent que même en nous reposant, même en essayant de faire des pauses et tout ça, on n'arrive plus à retrouver de l'énergie, on n'arrive plus à retrouver de la motivation, on essaie souvent de tenir, on tire un peu sur la corde, à long terme c'est contre-productif et on est de plus en plus fatigué, bref, ça nous emmène dans une boucle noire, donc voilà. Déjà la première chose c'est forcément de prendre du temps pour toi étant donné le contexte qui est assez compliqué. Encore une fois je pense que je vais donner une astuce que j'ai déjà donnée, mais je pense que ton semestre, si vraiment tu sens le besoin de le finir et d'essayer d'y arriver parce que par exemple ça te motive, parce que ça te permet de te lever le matin, même si t'aimes pas la médecine, t'aimes pas tout ça, mais que tu sais que travailler ça t'aide et tout, alors peut-être que tu devrais essayer de regarder combien d'items t'as à faire ce semestre et d'essayer de planifier un petit peu en mode par semaine tu dis il faut que j'ai fait 10 items, j'ai n'importe quoi. Peut-être qu'il y a des jours où tu vas avoir une grosse motivation et tu vas pouvoir en faire 5, et peut-être qu'après pendant 3 jours tu vas très peu travailler, puis après tu vas en travailler 2, puis après tu vas en travailler 3, puis après tu vas pas travailler, tu vois. Genre essayer de te donner un objectif plutôt semaine ou un objectif au mois pour pouvoir écouter tes besoins au fur et à mesure du temps et écouter les moments de down, les moments où t'as besoin de pause, les moments où t'as besoin de faire autre chose, et au contraire les moments où tu es productive entre guillemets, essayer de les utiliser à fond pour pouvoir avancer au max. Donc essayer de jauger ce que tu peux faire par exemple à la semaine ou au mois en fonction de ton état actuel. Après il y a une autre chose que tu pourrais faire, c'est te dire là c'est trop pour moi, j'ai beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à faire en plus de ce qui se passe dans ma vie, et faire un choix stratégique. Peut-être que tu pourrais éventuellement te dire que je sais pas, si t'as 2 yeux à valider, par exemple l'UE6 et l'UE5, je dis n'importe quoi, te dire je me focalise sur l'UE5, donc par exemple à la place d'avoir 80 items à voir, t'en vois que 40 sur ton semestre, tu te focalises là-dessus et tu te dis l'autre UE tu le fais au rattrapage. Là j'ai une pote qui est en 5e année, je vais pas vraiment détailler sa vie, mais voilà, elle a eu des problèmes dans sa vie, et du coup elle a fait un choix stratégique, elle a pris le choix de travailler qu'une seule UE et de l'autre la travailler au rattrapage. Donc ça peut être une solution peut-être de te dire vas-y, je vais faire qu'un seul UE, je vais essayer de le valider et comme ça je sais que j'aurai le temps. Après ça dépend quand sont tes rattrapages, parce que nous nos rattrapages sont en juin, donc c'est pour ça que je te dis ça, mais ça dépend quand sont tes rattrapages bien évidemment. Pour répondre à ta question, pour bosser, je pense que je dirais ça. Et l'impression d'être dans un dilemme constant tout en sachant qu'il faut prendre du temps pour soi et que nos études exigent beaucoup de bosser. Ouais, c'est encore une fois, ça revient un peu ce que j'ai dit, genre si t'arrives peut-être à un peu te planifier, pas vraiment de l'année, mais être en mode ok, je vois un peu ce que je dois faire, peut-être que ça va te déculpabiliser, que tu vas pouvoir prendre un peu plus de temps pour toi, mais vraiment, et ça va te permettre de vraiment te reposer. Et je pense aussi, essayer d'en parler à ta famille, à des amis, si tu veux, à un ou une psychologue ou à ton médecin traitant, enfin peut-être essayer d'aborder ça avec d'autres personnes pour
qu'ils puissent t'aider, t'encourager et essayer de te dire bon bah ok, en fait c'est ok de se dire que là je suis pas en capacité de tout voir, de tout apprendre, et bah peut-être que tu vas devoir faire ça différemment sans forcément redoubler ton année, tu vois, genre essayer de voir comment ce que tu peux faire avec les rattrapages, comment tu peux t'organiser pour essayer que ton année se passe au mieux, parce que c'est pas parce que tout le monde fait d'une certaine manière que tu dois faire de la même manière, faut aussi que tu t'adaptes à ce qui se passe dans ta vie. Vraiment, je te souhaite beaucoup de courage et j'espère que ma réponse pourra t'aider. Vraiment, j'espère que ça t'a aidé un petit peu. La deuxième question, c'est comment être zen pour une première garde. Je suis terrifiée et en plus elle dure 24 heures. C'est vrai que 24 heures c'est long, mais comment être zen? Bon, tu peux pas être zen pour ta première garde. Personne arrive dans sa première garde aux urgences en mode chillax relax, tout va bien se passer. Ce qu'il faut que tu te dises, c'est que toi, ton rôle, c'est un rôle d'externe. Donc, tu dois aller voir les patients et faire l'examen clinique, faire l'anamnèse, comprendre un petit peu ce qui s'est passé, ce qui les amène ici, écrire ça dans le dossier, le transmettre à l'interne et c'est tout. Donc, déjà, t'essaies de te déculpabiliser parce que tu as le droit d'oublier certaines choses. Souvent, les internes sont assez cool. Si tu oublies des trucs, tu dis que c'est ta première garde et même si c'est pas ta première garde, ils vont dire c'est pas grave. Soit ils vont te dire bah retourne voir la personne et repose-lui la question. Soit ils vont te dire c'est pas grave, je me le note et je lui poserai la question quand j'irai le voir. Deuxième chose, peut-être un truc qui peut t'aider, c'est de te faire un examen clinique sur une feuille papier. En fait, tu notes tout ce que t'as à voir. Donc souvent, c'est neuro, abdo, cardio, pneumo. Et si par exemple la personne vient pour un problème, je sais pas moi, de bras, bah il va y avoir la traumato, tu vois. Donc moi, je sais que j'ai une fiche. Bah peut-être que je pourrais la mettre dans le drive. Ouais, je vais la mettre dans le drive. Je vais mettre ça dans le drive, ma fiche de l'examen clinique. Et donc à chaque fois, je l'ouvre quand je vais en stage. Soit j'y vais avec elle en papier, soit je la regarde sur Gmail. Je me dis ah ok, donc faut que je demande ça, faut que je demande ça, faut que je demande ça. Et juste, tu demandes ce qui est écrit sur la feuille, tu vois. Et bien sûr, bah, tu t'adaptes à la personne, t'essaies de faire de ton mieux, mais en vrai, c'est pas grave si tu oublies des choses, c'est pas grave si tu te trompes. On va pas te demander forcément, ouais, c'est quel traitement pour ça, c'est quel examen. Enfin, vraiment, on va pas vraiment te demander ça. On peut te poser des questions, mais si tu sais pas, c'est pas grave, ils vont être grave chill normalement, tout va bien se passer. Les seuls gestes que tu peux éventuellement faire, c'est principalement la pose de plâtre et les sutures. Je vais pas te mentir, la première fois que j'ai posé un plâtre, je me rappelais plus comment poser un plâtre, j'ai regardé une vidéo YouTube. Voilà, avant d'y aller, je suis allée aux toilettes, je me suis posée 5 minutes, j'ai regardé la petite vidéo YouTube, j'étais en mode ah d'accord, et j'y suis allée. Et puis j'y suis allée avec quelqu'un parce que on était deux pour poser ce plâtre là, mais voilà, vu que c'était moi qui étais la responsable de la pose de plâtre, et j'ai regardé une petite vidéo, je suis en mode ah oui ok nickel. Et puis j'y suis allée en chillance, tu vois. Pareil pour la suture, si t'y arrives pas, si tu es en galère, c'est pas grave, tu vas voir l'interne, tu lui dis écoute là j'arrive pas à faire la suture, et normalement il est censé prendre le relais, donc vraiment ne t'inquiète pas, tu vas être normalement, je dis bien normalement, encadré, et je vais te mettre l'examen clinique type à demander sur le GDoc, faut pas que j'oublie d'ailleurs, mais j'espère que ça a pu te rassurer, vraiment tout va bien se passer et je te souhaite beaucoup de courage. On arrive à la troisième question, c'est je n'arrive pas à rencontrer des gens dans ma promo, personne se parle trop et ça me pèse. Je comprends totalement ce que tu ressens, vraiment je comprends totalement ce que tu ressens. Moi faut savoir que du coup j'ai redoublé, pareil moi dans ma promo je connais pas spécialement les gens, je leur parle pas plus que ça parce que je les connais tout simplement pas, donc je comprends que ça te pèse. Déjà peut-être qu'on peut se poser la question de est-ce que t'es forcément obligé d'avoir tes potes dans ta promo de médecine? Peut-être pas. Peut-être que tu peux rencontrer des gens parce qu'ils ont la même passion sportive que toi, parce que tu rencontres des gens, je sais pas moi, en faisant un job étudiant. T'es peut-être pas obligé d'avoir tes potes qui sont dans ta promo. Et si vraiment tu veux rencontrer des personnes qui sont dans ta promo, bah le truc le plus difficile pour rencontrer des personnes qui sont dans la promo, c'est qu'il faut aller souvent aux soirées d'inté, sauf que tout le monde n'aime pas aller aux soirées d'inté. Et je trouve que si tu ne vas pas aux soirées d'intégration, c'est compliqué de s'intégrer. Je dis pas que c'est positif, hein. Moi je suis contre, enfin je suis pas contre les soirées d'inté, pas du tout, mais je trouve ça dommage le fait qu'il y ait certaines personnes qui aient du mal à s'intégrer parce que justement elles n'aiment pas les soirées et forcément on a tendance à ne pas les voir étant donné qu'elles ne viennent pas aux soirées. Mais sinon ça peut être par exemple, je sais pas si tu vas à la BU, peut-être te mettre souvent à la même place et d'essayer de dire au fur et à mesure bonjour aux personnes qui t'entourent si tu les aimes bien, essayer peut-être d'envoyer un DM. Moi je sais que ma pote, la pote que j'ai actuellement en médecine, je l'ai rencontrée vite fait en soirée d'inté mais vraiment très rapidement, je la connaissais pas plus que ça et en fait c'est moi, je l'ai trouvé grave cool et je lui ai envoyé un DM et j'ai commencé à lui parler et tout, donc peut-être oser envoyer un DM à quelqu'un par exemple qui a une pote, enfin tu vois, pas forcément un grand groupe parce que là tu vas peut-être te sentir jugé ou mal à l'aise et je peux comprendre carrément, mais peut-être un petit groupe de personnes, de une ou deux personnes ou une personne qui a l'air hyper sympa mais qui est souvent dans son monde, qui est un peu isolée, qui aime bien être solo et tout, peut-être que si tu lui envoies un message en mode hey coucou je te vois à la BU machin, enfin je sais pas quoi dire je suis trop nulle pour les messages mais peut-être que tu vas trouver. Je trouve qu'il y a aussi un problème sociétal, c'est que on pense que pour avoir de
la valeur, faut qu'on ait plein d'amis. Et je trouve ça dommage, c'est pas vrai, faut pas qu'on ait plein d'amis pour avoir de la valeur. C'est juste qu'en société, ça fait bien d'être entouré de plein de personnes parce que du coup, on a l'impression que t'as une sorte d'impact, que t'es aimé, donc si t'es aimé, t'es valorisé. Tu vois ce que je veux dire? Et pourtant, c'est pas forcément la réalité. Donc, peut-être cibler, quelle horreur le mot cibler, non mais tu vois ce que je veux dire? Peut-être aller vers une ou deux personnes qui te paraissent sympas, qui n'ont pas spécialement énormément de potes, et peut-être que tu peux tisser des liens avec eux, peut-être que tu peux tisser des liens avec des personnes qui sont par exemple en sport, si tu fais du sport, ou dans une association, ou dans un job étudiant, ou dans un club, je sais pas moi, si t'adores la lecture, dans un club de lecture. Peut-être que tu peux tisser des liens avec des personnes qui sont en dehors de médecine, parce que peut-être que les personnalités qui sont en médecine ne te correspondent pas. Et aussi pendant les stages, peut-être que pendant les stages, tu peux rencontrer des gens que tu trouves sympas et tout ça, et te dire vas-y, cette personne elle avait pas l'air d'avoir énormément d'amis, je l'ai trouvé hyper cool, peut-être que je peux lui envoyer un DM et qu'on peut aller se boire un petit chocolat chaud au goûter quoi, je sais pas, tu vois. Je pense qu'il faut que t'essayes d'aller un petit peu vers les gens, mais je comprends que ça te pèse de ouf. Mais bon, la problématique majeure c'est quand même que dans ta promo personne se parle. Moi je sais que quand j'étais en LAS psycho c'était un peu la même chose, personne se parlait et tout. Mais je pense que personne se parle parce que c'est la norme, entre guillemets, c'est la règle que vous avez instaurée entre vous. Donc peut-être que si toi justement tu vas vers quelqu'un qui a l'air cool, qui a l'air gentil et tout, et ben peut-être que lui va être, ou elle va être en mode machin, et que tu vas tisser une amitié. Je sais que c'est assez compliqué de s'intégrer dans une promo. Donc voilà, j'espère que mes réponses ont pu t'aider et ont pu t'apporter des petites solutions quoi. On passe à la 4e question. Donc c'est hello, super idée pour la réponse au problème. Je voudrais savoir s'il est fréquent d'avoir des sentiments d'injustice en hôpital par un médecin par rapport à un patient. Car c'est une crainte que j'ai pour mes futurs stages, car je sais qu'avec la fatigue, il y a des situations assez limites niveau éthique, justice, et je ne me vois pas ne pas réagir face à des injustices. Par exemple, grossophobe, raciste, sexiste, ou même des blagues là-dessus ne me font pas rire du tout, surtout en tant que personne dans le soin. Bref, est-ce que c'est quelque chose dont tu dois faire face régulièrement, et si oui, comment bien réagir? Merci à toi pour ton travail, on adore. Déjà merci à toi pour ce message, j'espère que tu vas bien. Concernant les propos grossophobes, racistes et sexistes, écoute, je n'en ai jamais entendu. Pour l'instant, j'ai fait un stage de 2 semaines, le stage infirmier en pédiatrie, j'ai fait un stage du coup en médecine générale, en radiologie, aux urgences et en médecine interne. Pour l'instant, personnellement, je n'ai jamais eu de réflexion de la part d'un médecin ou d'un infirmier ou d'un aide-soignant ou d'une infirmière, enfin vous avez compris, grossophobe, c'est raciste ou sexiste, jamais de la vie. Les gens sont plutôt hyper accueillants, enfin en tout cas, j'ai jamais senti de jugement, face à une personne par exemple obèse, ou face à une personne de couleur noire, ou face à une personne voilée. J'ai jamais ressenti de jugement de qui que ce soit. Donc peut-être que je ne l'ai tout simplement pas vu. Je pense qu'il y a encore, par exemple, des moments d'injustice dans certaines situations. Sauf une fois. C'était une aide-soignante qui parlait à une personne qui était bourrée. Donc cette personne s'était bourrée la tronche. Je ne sais pour quelle raison. C'était une femme d'environ 30 ans. Et en fait, c'était une aide-soignante qui voulait que cette personne s'en aille. Parce qu'elle considère que les personnes bourrées n'ont rien à faire dans les urgences et que ça engorge les urgences. Je peux comprendre, entre guillemets, ce point de vue du fait que c'est vrai qu'une personne bourrée, on attend juste qu'elle dessoule pour qu'elle puisse partir. En soi, elle n'a pas vraiment de traitement médical à avoir, c'est juste de la surveillance. Mais ça fait partie du job des urgences, de surveiller les personnes qui ont trop bu, qui sont à la limite du coma, ça reste de notre travail. Et en fait, cette aide-soignante voulait absolument que la personne parte. Elle lui parlait extrêmement méchamment. Genre pour la réveiller, parce que la personne forcément somnolée, elle la secouait dans tous les sens, elle était en mode allez, on se réveille. Elle lui enlevait la couverture pour que la personne ait froid et que la personne se réveille. Elle était en mode allez madame, faut qu'on se réveille. Maintenant vous appelez quelqu'un pour que quelqu'un vienne vous chercher, vous n'avez rien à faire là, vous êtes juste bourré. Vraiment, c'était un enfer et moi je devais aller ausculter cette personne parce que les personnes qui sont saoules, même si elles sont saoules, ça reste des patients et donc on doit les ausculter pour vérifier que tout va bien. Et j'arrive près du lit de cette personne, sachant que en fait, nous dans les urgences de Caen, souvent c'est assez plein et dans le secteur où j'étais, donc le secteur bleu, souvent il y a plein de personnes au milieu du couloir parce que c'est juste plein en fait. Donc cette personne était dans le couloir parce qu'elle nécessitait pas un box et donc j'arrive au milieu du couloir, donc au milieu de plein de gens et je vois cette aide-soignante qui est en mode allez madame, levez-vous machin, on y va là. Mais elle a brusque et donc la personne ne comprend pas. Forcément quand on a bu, on est totalement ralenti, donc la personne ne comprenait rien, elle pleurait, elle était en mode mais je comprends pas là. Et moi j'arrive et je vois l'aide-soignante faire ça, j'étais en mode mais ça va pas ou quoi? Genre vraiment j'étais en mode allez hop, je vais m'occuper de la patiente, vraiment écartez-vous, pas du tout en mode allez I'm the queen, laisse-moi m'occuper de la patiente, pas du tout. Mais juste là ça m'a extrêmement mis mal à l'aise et j'ai trouvé ça extrêmement injuste de réveiller quelqu'un de saoul comme ça aussi violemment. On sait même pas pourquoi elle a bu, ça se trouve il s'est passé un truc horrible dans sa vie et elle a bu et tu sais pas pourquoi elle est saoule. Donc ça sert à rien d'être méchant et agressif envers des personnes qui sont saoules comme ça juste une fois parce que c'est une personne que
qu'on ne connaissait pas. Par exemple, des fois, il y a des personnes addictes et tout ça qui sont là régulièrement et qui sont saouls en règle générale et qui mettent un peu de bazar dans les urgences, qui crient tout ça. Donc là, je peux comprendre que ça énerve. Poliment, ils les ramènent souvent à la sortie, ils sont en mode allez, bonne journée, vous reviendrez demain, machin. Mais là, je peux comprendre que ça énerve. Mais là, c'était une personne lambda comme toi et moi qui était saoule. Et j'ai trouvé ça vraiment dommage d'avoir autant de violence envers cette personne. Et donc du coup, j'ai juste dit à la dame, à l'aide-soignante, t'inquiète, je vais m'en occuper et voilà. Va-t'en, genre. Laisse-la, je lui ai remis sa couverture, je lui ai parlé tout doucement. Et donc là, la personne a arrêté de pleurer et tout, ça s'est beaucoup mieux passé. Mais j'étais en mode, oula, tout doux le loup. Tout doux le loup. Donc j'espère avoir répondu à ta question. 5e message. Coucou, tout mon courage pour tes partiels, merci du coup. Par rapport à ta story sur le podcast, ma situation est que j'ai eu ma P2Med mais que j'y ai pas été pour préserver ma santé, mon bien-être. Mais aujourd'hui, je continue en licence de droit en 3e année. J'avoue hésiter à revenir en médecine, je ne me sens pas forcément mieux, je suis un peu paumée niveau orientation. Ok, si le droit, tu sens que ça te plaît pas plus que ça, peut-être qu'il faut que tu te poses des questions. Une des solutions que je pourrais te proposer, c'est éventuellement de faire des mini-stages. Je crois qu'on peut faire ça pendant qu'on est à la fac. Je sais plus par quel moyen on peut faire ça, mais peut-être que tu peux faire par exemple un mini-stage chez, je sais pas moi, une infirmière libérale, une sage-femme libérale ou des choses comme ça. Quelque chose qui se rapproche du soin et te rendre compte en fait, est-ce que oui ou non, le soin, l'aide à la personne, ça t'intéresse? Est-ce que essayer de comprendre les pathologies, ça t'intéresse ou pas? Et peut-être que ça peut t'aiguiller dans ton choix de soit rester en 3e année de droit, soit revenir en médecine. Peut-être que tu peux aussi, dans ta fac, aller voir une conseillère d'orientation. Je crois que ça existe. Normalement, dans chaque fac, il y a des conseillers d'orientation. Et peut-être qu'elle va t'apporter une solution et te proposer les aides que tu peux avoir ou les façons que tu peux faire pour essayer de, par exemple, je sais pas, faire un stage en tant que greffier et faire un stage en tant qu'infirmier pour voir un peu ce qui te plaît le plus, sachant que tu peux totalement reprendre des études de médecine. Enfin, faut pas culpabiliser par rapport au temps passé ou se dire ah bah là je loupe des années machin. Faut vraiment faire ce que tu aimes. J'ai un exemple, je connais quelqu'un qui était en 4e année de biologie et qui est revenu faire médecine en fait. Il a tout arrêté, il a repris les études de médecine, il a fait PASS et puis après il est allé en L2 mais voilà, c'est totalement possible de reprendre ses études, mais je pense que pour savoir si tu préfères l'un ou tu préfères l'autre, le mieux c'est d'aller sur le terrain en fait. C'est de voir sur le terrain ce que tu préfères. Peut-être que tu peux aussi essayer de faire un stage que ce soit un peu plus médical entre guillemets. Je sais pas s'il y a ça dans ta ville, une sorte de SAMU social ou avec la Croix-Rouge. Peut-être que tu peux suivre certains médecins avec la Croix-Rouge, je sais pas. Faudrait peut-être que tu essayes de voir si tu peux faire des stages et peut-être que ça va te permettre de te rendre compte est-ce que tu veux plus continuer dans le droit ou est-ce que tu veux plus reprendre tes études de médecine et après je pense que voilà, faudrait peut-être que tu fasses un tableau pour, contre et essayer de mettre voilà les pour dans une case, les contre dans une case en mode bon alors qu'est-ce que je fais, demander peut-être des avis extérieurs si ça peut t'aider, aller voir la conseillère d'orientation. Je pense que voilà, si tu mets tout ça en place, peut-être que ça va pouvoir t'aider et t'aiguiller vers où tu veux aller. Voilà, j'espère que ma réponse t'a aidé, que ça t'a un peu aiguillé. Je te souhaite du courage et je te souhaite de trouver ta voie. Maintenant, j'ai fait les messages qui nécessitaient entre guillemets une réponse isolée parce que c'était des messages qui n'avaient pas... personne n'avait envoyé le même message. Et là, on va regrouper tous les messages. Tout le monde a envoyé à peu près la même chose et je vais faire une réponse un peu groupée. Sinon, le podcast va durer 2 heures. Et franchement, j'ai pas envie de monter un podcast de 2 heures, je vais pas vous mentir. Donc, je vais lire tous les messages, bien entendu. Faut pas déconner. Mais je vais faire une réponse un peu plus groupée. Donc, il va y avoir plusieurs thèmes à aborder, il va y avoir plusieurs réponses. Mais on commence avec le premier thème. Alors, le premier thème, c'est le fait de travailler. Donc, on me dit comment ancrer au long terme. On me dit comment s'organiser en P2Med après 2 ans de concours. J'ai l'impression d'être nulle. Et comment tout retenir. J'ai aussi géré émotionnellement la quantité de travail. Donc là, globalement, la peur, c'est de pas réussir à tout retenir et de pas réussir à tout apprendre. Alors, déjà, il faut savoir que vous n'avez pas besoin de tout retenir. Parce que, de 1, les DP, tout ça, les questions sont toujours un peu formées de la même manière. Donc au bout d'un moment, il y a une certaine logique qui se crée au fur et à mesure des années. Donc par exemple, là, moi, ça fait 1 an et demi que je suis en externat. Et la logique est beaucoup plus simple pour moi à comprendre qu'il y a 1 an. Quand j'ai commencé les questions et les QCM, je ne comprenais rien. Je ne comprenez rien parce que dans l'externat il y a une certaine transversalité entre chaque item. Chaque item va rebondir sur un autre item puis sur un autre item et on va pas forcément faire que de la cardio d'un coup, on va faire peut-être un peu de cardio, un peu de néphro, un peu machin. C'est transversal parce que bien entendu chaque système dans notre corps fonctionne ensemble donc forcément ça a des impacts sur chaque chose. Donc au fur et à mesure qu'on avance dans les questions et dans les items et dans les apprentissages, donc plus on emmagasine de connaissances, moins c'est difficile entre guillemets de comprendre la question et de voir
où ça nous mène, puisque on a déjà un petit peu tout vu. Moi, faut savoir que je ne connais pas tout par cœur et je ne compte pas tout connaître par cœur, ce n'est pas le but. Ce qu'il faut, c'est avoir une certaine réflexion. Donc, je pense que, parce que là, la question principale, c'était comment tout apprendre. Je pense pas qu'il y ait besoin de tout apprendre ou de tout connaître. Je pense qu'il y ait besoin de savoir raisonner et de savoir réfléchir sur une question, sur une problématique. Bien entendu, parfois, il y a des choses à savoir par cœur, genre le score de Glasgow. Donc voilà, le score, par exemple, de Glasgow, tu dois le connaître par cœur. Mais il y a des choses qui vont demander une certaine réflexion. Sachant que dans vos réponses, vous allez avoir des réponses de QCM. Et donc, bien entendu, parfois il y aura des QROC, donc c'est-à-dire une question à réponse entre guillemets unique, mais dans les QCM, vous aurez des réponses multiples. Donc, par exemple, je sais pas moi, le traitement de la pancréatite, je dis n'importe quoi, je ne m'en souviens pas spécialement. Là, tu me le demandes tout de suite, je vais pas te dire, alors le traitement de la pancréatite, c'est forcément ça. Par contre, si je le vois et que je le lis sur un QCM, là, je vais m'en souvenir. Donc, il y a ce côté, en fait, où, par exemple, il y a plein de trucs qu'on va pas retenir spécifiquement, mais à force de les lire, à force de faire des questions, à force de revoir et de revoir et de revoir, on est en mode, ah, ok, bon, bah, je sais que c'est ça. Et je sais que c'est ça parce que, bah voilà, je vois sur la question, je sais que c'est ça. Et il y a aussi, dans les QCM, beaucoup de réflexion par élimination. C'est-à-dire que, par exemple, sur les réponses A, B, C, D, E, on va dire A, c'est pas ça, E, c'est pas ça. Bon, il me reste B, C, D, lequel, entre guillemets, me paraît le plus logique, le plus probable. C'est pas toujours une question de connaître son cours. Par exemple, on va savoir que quand t'as une rupture du ligament croisé antérieur du genou, tu sais qu'en première étape, tu fais une radio, en deuxième étape, tu fais un IRM, et puis la question, quand vient la question sur les traitements, en règle générale, eh ben, ça coule un peu de source. T'es en mode, bon, ça c'est faux, ça oui, ça me paraît vrai, ça oui, ça me paraît vrai, ça oui, ça me paraît vrai. Tout n'est pas à connaître par cœur, il y a beaucoup de raisonnement, et je vous assure que les choses viennent au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, on est en mode, ok, c'est bon, je commence à comprendre les choses, des certaines connaissances cliniques et à voir des patients, parce que forcément, quand on fait des stages, on voit des patients, donc on voit des choses assez transversales, ce qui fait qu'au fur et à mesure du temps, ça nous paraît plus logique. Donc vraiment, il n'y a pas tout à connaître par cœur. Déjà, les rangs C, il n'y a pas besoin de les connaître. Les rangs B, c'est intéressant de les connaître parce que forcément, ça fait augmenter la note. Mais si vous connaissez pas tous les rangs B, c'est pas grave. Donc déjà, on réduit au rang A. Ce qu'il faut connaître, c'est les rangs A. Sachant que vous avez le droit de vous tromper au rang A, il faut avoir 14 sur 20. Alors, je suis d'accord, 14 sur 20, c'est une note très élevée. En tout cas, pour moi, c'est une note très élevée. Mais ça, quand même, ça laisse une marge d'erreur. Donc, vraiment, ce qu'il faut se concentrer, c'est sur les rangs A. Déjà, concentrez-vous sur les rangs A parce que c'est ce qui est le plus important. Et après, vous allez voir qu'au fur et à mesure, les choses deviennent un peu transversales, les choses se répètent, et à force de faire des QCM, à force de revoir les choses, et ben en fait, on apprend ce qu'il y a à apprendre. Et je peux pas vous dire spécifiquement, oui, donc dans tel cours, il faut plus retenir ça et pas retenir ça. Vraiment, apprenez les items au fur et à mesure, et au moment où on va devoir réviser les EDN, quand on va faire les annales, quand on va faire des questions, machin, on va voir qu'attend de nous le prof, parce que les profs, les PUPH, ils attendent de nous quelque chose. Et souvent, ils ciblent sur des choses. Il y a des cours qui tombent beaucoup plus que d'autres. Par exemple, ce qui est intéressant avec les fiches à martingale, c'est que tout en haut de la fiche, t'as le nombre de fois que ce cours est tombé. Donc par exemple, si le cours est tombé 2 fois, tu sais que ce cours, vraiment, tu le lis, mais t'es en mode bon, il n'y a pas vraiment besoin de tout connaître par cœur. Par contre, quand tu vois tomber 6 fois, tomber 8 fois, tomber 5 fois, t'es en mode ah ok, donc lui, il faut que je le connaisse par cœur. Et donc du coup, ça peut permettre de mettre une certaine priorité sur les cours. C'est pour ça que je trouve que c'est important de classer ces cours par ordre de priorité, en mode ça tombe tout le temps, donc ça c'est important, ça je dois vraiment passer du temps et le connaître, et ça tombe quasiment jamais. Je vais juste le relire, faire 2-3 QCM et on passe à autre chose. Voilà, faut cibler. Et c'est sûr que si vous venez de commencer l'externat, c'est hyper compliqué de cibler. Donc là, le seul conseil que je peux vous donner, c'est vraiment apprenez vos items, faites vos partiels et ça va venir avec le temps. J'espère que ma réponse a pu convaincre quelques-uns d'entre vous, mais vraiment, ça vient avec le temps. Pareil, il y avait un message sur la peur de pas pouvoir avoir l'aspect que tu aimes, même si cet aspect n'est pas dans le top 10 000, top 10 000, top 1000, elle a peur de pas avoir cet aspect. Faut savoir que déjà, tu as le droit au remords. C'est-à-dire qu'une fois que tu es devenu interne, tu as le droit au remords et t'as le droit de changer de spé. Donc déjà c'est important. Il faut savoir aussi que par exemple, il y a plein de spécialités qui sont transversales. Je vais prendre la psychiatrie, je dis n'importe quoi. La psychiatrie, tu peux faire un DU addicto pour devenir addictologue, mais tu peux changer aussi, faire un DU femme et enfant pour par exemple accompagner les femmes dans le postpartum. Donc la psychiatrie, ça peut donner plein de choses. Pareil, si par exemple tu veux devenir gynéco, bon bah pour être gynéco, faut être dans les top 3000 ou 4000. Si admettons, tu n'arrives pas à être dans le top 4000, c'est pas grave. Tu peux faire médecin avec un DU gynéco et orienter ta patientèle sur de la gynéco. Si tu veux faire pédiatrie, mais que tu n'y arrives pas, tu veux faire médecin avec un DU pédiatrie,
Enfin, je sais pas si ça existe la DU pédiatrie, mais en tout cas, tu peux faire médecin et orienter ta patientèle vers la pédiatrie. Plein de choses qu'on peut faire comme ça qui sont des plans B, des méthodes alternatives entre guillemets. Donc, si admettons tu veux une spé spécifique, faut toujours te dire que tu peux faire autre chose autrement et orienter ta spé vers quelque chose d'autre. Par exemple, tu peux adorer, je sais pas moi, faire des échos et donc t'aimerais être radiologue, je dis n'importe quoi. Et ben peut-être que tu peux faire de l'endoc, mais te spécialiser dans l'échographie thyroïdienne. Et donc du coup, tu vas faire finalement de la manipulation échographique, c'est quelque chose qui te plaisait. Mais t'as pas eu radio, t'as eu endoc et tu t'es spécialisé dans l'échographie. Chaque spécialité peut être abordée par une autre spécialité. Vraiment, c'est très transversal la médecine et c'est pour ça que c'est super cool. Et on peut orienter notre façon de travailler en fonction de ce qu'on veut faire et en fonction de ce qu'on a pu obtenir. Donc vraiment, faut pas t'inquiéter, tu vas toujours trouver une spé qui t'intéresse, il n'y en aura pas qu'une seule, et tu vas toujours pouvoir orienter ta spé vers plus ou moins telle ou telle pratique. J'ai reçu aussi des messages concernant l'isolement. Donc c'est l'isolement et le sentiment d'être nul par rapport aux autres, redoublement, etc. Ou je ne me sens pas légitime en deuxième année depuis 1 mois et demi, syndrome de l'imposteur. Alors ça arrive très souvent, de pas se sentir légitime, d'avoir l'impression d'avoir pris la place de quelqu'un, d'avoir l'impression de pas être à sa place, d'avoir l'impression de ne pas être assez intelligent, d'avoir l'impression de ne pas avoir assez de capacité pour apprendre les choses, d'avoir l'impression de ne rien connaître, d'aller voir un patient mais de ne rien savoir. Ça arrive tous les jours et c'est normal de ressentir ça. En fait, quand on arrive en L2, on se dit ok, je vais devenir médecin et on voit les médecins qui travaillent, qui connaissent leur sujet et tout ça, et nous on est en mode punaise, mais je ne comprends rien ce que tu me racontes, ça me paraît impossible, infaisable, ça me paraît beaucoup trop compliqué pour moi. Ce qu'il faut se dire, c'est que là vous êtes en L2 et donc il faut prendre le temps d'apprendre les choses, prendre le temps de profiter, justement profiter de la L2, de la L3 pour faire autre chose. Bien sûr en externat, je le dis toujours, on fait autre chose et tout, mais essayer de profiter un peu de l'insouciance de la L2, de la L3, justement pour faire d'autres choses, pour découvrir la médecine petit à petit, pour garder une bonne relation avec elle, essayer de construire une relation saine avec la médecine, et c'est le moment de faire ça, et c'est le moment de se dire, au lieu de se sentir imposteur et de se sentir punaise, qu'est-ce que je fous là, de se dire ok, un jour je pourrais être comme tel médecin, comme telle chose m'a inspiré parce que je suis dans les études pour, j'ai réussi ma LAS, ma passe, j'ai les capacités de le faire, et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup affecté. J'avais beaucoup et encore maintenant l'impression de ne pas avoir les capacités de devenir médecin, de gérer une situation par exemple d'urgence. J'ai vraiment l'impression de ne jamais pouvoir réussir à faire ça, mais si en fait ça va se faire avec le temps. Il faut juste savoir laisser le temps nous apprendre les choses, et un jour on sera le médecin que d'autres personnes idéaliseront parce que justement on aura eu 10 ans d'études voire plus, et on aura eu le temps d'apprendre, de comprendre, d'avoir des situations, d'avoir de la mise en pratique. Donc c'est normal en L2 de se dire mais putain, mais qu'est-ce que je fous là, je vais jamais y arriver. Mais si, tu vas y arriver grâce au temps, grâce à toutes ces petites étapes que tu vas faire, et un jour tu trouveras ta place au milieu de ce monde. Mais je te jure que si vous avez réussi votre passe, votre LAS, vous méritez d'être là, vous méritez totalement d'être là. Donc prenez le temps de savourer d'avoir réussi parce que vous êtes trop fort, prenez le temps de faire autre chose, de construire une relation saine avec la médecine. Vraiment la L2, L3, je dirais que c'est ça le plus important, c'est vraiment de prendre le temps d'apprendre, de comprendre l'anatomie, parce que ça va nous suivre pendant toute notre vie, et de vraiment de prendre le temps d'aimer ce que vous faites et de vous dire que ok, un jour vous maîtriserez votre sujet, mais que c'est pas le cas maintenant parce que forcément vous êtes en L2, et en L2 on ne maîtrise rien, et moi entre guillemets du haut de ma 5e année je ne maîtrise que dalle non plus, mais un jour je sais que je maîtriserai. Puis là on nous demande de tout apprendre, d'apprendre toutes les spécialités, et un jour on se spécialisera, et c'est là qu'on pourra se dire ah ok, là c'est bon, il y a un sens, je vois vers où je vais puisque ça m'intéresse, puisque déjà j'ai réduit ce que je devais apprendre, ce que je devais connaître, et ainsi de suite. J'espère que ça vous a rassuré, c'est totalement normal de ressentir ça, et vraiment tout va bien. On va finir par un sujet majeur qui est l'anxiété. Donc j'ai reçu pas mal de messages par rapport à ça, donc je vais vous les lire. Mon plus gros problème c'est le stress, j'en agonise tellement je me compare et j'essaie de rester calme malgré la pression énorme en P1. Les doutes et le fait de tout le temps être en ambivalence émotionnelle. Un autre message c'est je suis en 4e année et quand je lis apprends un item, je n'arrive pas à être détente comme l'année dernière. Genre là j'ai l'impression de commencer déjà à ressentir la pression du concours alors que c'est dans 2 ans. Donc dès que je lis un item, il y a un petit démon sur mon épaule qui me dit retiens bien ça. Vraiment je prends la voix de ton démon. Il te dit retiens bien ça car il faut que ça reste dans ta tête pendant 2 ans. Bref, ça bouffe toute mon énergie. Dernier message, depuis longtemps je traverse une période un peu difficile. Je pleurais beaucoup, j'avais perdu confiance en moi. Arrivé en P1, j'avais peur de plein de trucs. Puis une seule colle me fait perdre tous mes moyens. Et du coup j'arrivais plus à faire mes QCM ou regarder des résultats de colle ou de classement. Je sais pas comment expliquer, mais quand je faisais des annales, j'avais des bonnes notes. Mais quand je faisais une colle, tellement j'avais peur, j'allais super vite et je stressais et je me retrouvais avec des 8 ou des 10. Alors que j'avais des superbes notes aux annales. Donc là, on est vraiment sur 3
types d'anxiété. La première, c'est la P1 qui est en ambivalence émotionnelle H24, qui stresse de ouf et qui a peur de ne pas rentrer, entre guillemets, dans ses études de rêve. Non, je rigole, mais qui a peur de ne pas rentrer en médecine et de ne pas réussir ce concours. La deuxième, c'est la personne, justement, qui vient d'arriver en externat et qui a peur de ne pas réussir son externat et qui a l'impression qu'elle doit tout retenir pour dans 2 ans. Et la dernière, c'est une personne qui, justement, fait des annales chez elle et tout va bien, et dès qu'elle va en examen, elle perd tous ses moyens et elle ne sait plus répondre à ses QCM. Donc c'est super intéressant les 3 messages parce que c'est 3 messages qui ont rapport avec l'anxiété mais d'un point de vue totalement différent et en fonction de différents stades entre guillemets de la vie d'un étudiant en médecine. Concernant la P1, ton anxiété elle est totalement légitime, vraiment. Mais pour réussir à la gérer, je pense qu'il faudrait peut-être que déjà aller voir un ou une psy pour essayer d'apprendre à gérer ce stress. Il y a aussi la respiration qui peut t'aider, par exemple la respiration en carré ou essayer de faire de la méditation, mais bon ça n'intéresse pas tout le monde. Il y a bien entendu le sport, essayer de voir des gens. C'est pas parce que t'es en P1 qu'encore une fois tu dois t'arrêter de vivre. Il y a aucune année en médecine, on doit s'arrêter de vivre, et quand le stress commence à prendre vraiment beaucoup trop d'ampleur, je pense qu'il faut vous mettre un petit stop en mode ok, on arrête là. Je prends du temps pour moi, 1 heure pour souffler, pour me calmer, je vais faire autre chose, et quand je reviens, moi ce que je faisais c'est que je m'organisais, j'étais en mode ok, là je vais m'organiser, je vais me dire bon, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, à tel moment du semestre, faut que j'en sois à peu près là, et à tel moment, faut que j'en sois à peu près là. Encore une fois, ça rejoint une astuce que j'ai dit au tout début du podcast, mais moi je pense que pour déstresser, il faut être organisé. Donc je pense que tu es organisé, mais essayez d'être organisé et d'être réaliste, parce que souvent on fait des emplois du temps qui n'ont ni queue ni tête et on va jamais y arriver. Donc soyons réalistes, essaie d'être le plus réaliste possible, essaie d'avancer jour par jour et pas de voir dans longtemps, on s'en fout, non. Là, ton objectif, c'est de finir ta journée et de commencer celle de demain. Et jour par jour, tu remplis tes petits objectifs, tes petits buts. Tu laisses le travail faire les choses. C'est le travail qui va faire que tu vas réussir à répondre à des QCM, que tu vas réussir à tes examens. Laisse vraiment le travail faire les choses. Et cette astuce rejoint l'anxiété de la néo-externe, entre guillemets, la personne qui est en 4e année. Laissez le temps faire les choses. Travaillez au fur et à mesure. Donnez-vous des petits objectifs. Dites-vous, bon bah là, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, machin. Là, faut que je prenne un temps pour moi. Là, faut que j'aille me reposer. Là, faut que je fasse du sport. Essayer de peut-être voir une psy pour gérer le stress et tout ça. Mais juste laissez le temps faire et laissez le processus faire. Je vous assure que c'est en étant consciencieux et régulier. Pas forcément travailler 9 heures par jour, on s'en fout. Travaillez le rythme qui vous correspond et soyez régulier, juste régulier, et laissez les choses se faire. C'est normal de ne pas tout connaître, c'est normal d'avoir du mal à se motiver, c'est normal d'être pleine de stress et de se dire qu'on va jamais réussir à rentrer dans nos études, c'est totalement légitime. Je vous assure que vous pouvez y arriver, vous allez y arriver, mais ce qu'il faut juste faire, c'est laisser le temps faire et essayer de s'entourer de personnes qui nous permettent de nous déstresser, de faire des choses qui nous permettent de nous déstresser, du sport, de la méditation, du yoga. Essayez peut-être de s'entourer d'un ou d'une psy pour essayer de parler, mais vraiment, tout va bien se passer, les gars. Pour le dernier message, donc le message où on panique quand on arrive devant les QCM, ça c'est totalement légitime. Moi j'arrive devant les QCM, j'ai l'impression de ne plus rien connaître, vraiment je suis en panique totale. Je suis en mode mais je sais pas. Quand c'est comme ça, les gars, on respire. Il faut apprendre à gérer entre guillemets ce stress-là pour pas qu'il nous empiète dans la vie et dans les moments un peu d'examen. Et donc là, par exemple, moi hier j'étais en partiel. Je vais pas vous mytho. À un moment donné, j'ai paniqué. J'étais en mode putain, je connais pas la réponse, ne comprends rien à ce qu'on me demande. Ce que j'ai fait, c'est très simple. J'ai levé la tête. J'ai pris une grande respiration. J'ai pris un peu de compote de pommes pour essayer de me booster, avoir un peu de sucre et essayer de me donner un petit peu de boost. J'ai bu un peu d'eau, j'ai pris ma feuille, j'ai écrit les éléments clés de mon QCM, j'ai écrit A, B, C, D, E et j'ai barré déjà les réponses qui me paraissent improbables. Il m'en restait peut-être plus que 2, plus que 3 et après, j'essaie de réfléchir par déduction, j'essaie de me concentrer et de réfléchir calmement. Donc je sais que c'est compliqué ce que je suis en train de dire, mais un des trucs les plus importants, je pense que c'est d'être calme face au QCM. Et pour être calme face au QCM, peut-être que de changer d'endroit, d'essayer de faire des QCM dans plein d'endroits différents, de faire pas toujours les mêmes, des QCM différents ou avec des personnes. Un coup tu les fais dans un café, un coup tu les fais avec des personnes, un coup tu les fais chez toi, un coup tu les fais en face de ta mère, un coup c'est ta mère qui te pose les questions et tu dois répondre, un coup c'est ton copain, un coup c'est ta pote, un coup tu vois, tu te dis bon bah là je fais 5 QCM, je dis n'importe quoi, et ces 5 QCM on va me les lire à voix haute. Essayer de changer de situation, de te déstabiliser tout le temps, d'être en mode bon bah là c'est quelqu'un qui me lit des QCM et je dois y répondre, bon bah là je vais dans un café et je dois faire des QCM, bon bah là je suis chez moi et je dois lire les QCM à voix haute et je sais pas, je dis n'importe quoi et je dois répondre. Et essayer de changer, de varier un petit peu les lieux, les endroits et la façon de répondre à tes QCM pour essayer justement de déstresser et de déstabiliser un peu ton cerveau pour que le jour où t'arrives aux examens t'es en mode ok, je vais savoir répondre à ces putains de QCM parce que ça fait 40 fois que je fais plein de QCM dans plein de situations différentes. Là je suis dans une nouvelle situation différente, je fais comme d'habitude, je respire,
écrire, je m'aide de mes... soit j'écris voilà sur un papier en mode ABCDE et je fais les choses au clair et je suis en mode ok non c'est pas ça, non c'est pas ça, il me reste ça, ça et ça, ok ça peut pas être ça, bon bah je pense que c'est ça et ça. T'essaies de faire ton maximum pour te déstresser, essaie de changer ta façon de faire des QCM pour pas que ce soit toujours la même chose, parce que si tu fais toujours tes annales dans ta chambre, peut-être que du coup quand tu arrives face aux examens, ça te déstabilise totalement, alors que si tu changes totalement de voilà d'environnement et que tu changes plein de fois de façon de faire, et ben peut-être que tu vas être moins déstabilisé face au QCM. Voilà, j'espère que mes réponses vous ont plu. Ce podcast est beaucoup trop long là, je suis à 52 minutes d'enregistrement. Ça va être un enfer à monter. J'espère que tout va bien pour vous, que vous portez bien. Moi je vous dis à dimanche prochain, portez-vous bien. Ciao!